Nous sommes avec aussi Dacier de Bendouté depuis les États-Unis d'Amérique, dans le Nebraska, sociologue, anthropologue. Dacier, bonsoir. Bonsoir, M. Dapa. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir à tout le Burkina Faso. On commence tout de suite avec l'USAID Mouni Zungara. J'ai posé cette question un peu provocatrice. L'USAID, finalement, ange ou démon, qu'est-ce que vous diriez? Bon, ou peut-être les deux à la fois. Bon, je ne dirais pas les deux à la fois, mais tu est-il que c'est une situation qui est venue, comme vous l'avez dit, hein, et Trump a décidé de tout remettre tout en ordre. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise, mais tu est-il que c'est une grosse structure, comme vous l'avez dit, qui représente 42% de l'aide humanitaire dans le monde. C'est eux qui détiennent le budget. C'est 10 000 personnes qui travaillent dans cette structure, qui sont des fonctionnaires américains. Et c'est une structure qui a été fondée depuis 1961 sous John Kennedy. Et le but de ces pères fondateurs, c'était de travailler à imposer en quelque sorte la culture américaine de manière intelligente. C'est-à-dire c'était ce qu'ils ont appelé une influence positive de la culture américaine un peu dans le monde. Ils travaillent dans le domaine de la santé. Donc quand vous prenez les maladies, la majeure partie des maladies liées à la pauvreté comme la tuberculose, ils subventionnent. Ils travaillent dans le domaine de l'éducation. Ils travaillent aussi dans le domaine de l'alimentation en cas de secours. Et c'est plus de 165 pays, en tout cas, qui reçoivent en quelque sorte l'accompagnement de l'USAID. Et Trump, effectivement, a décidé que ça n'est trop. Il a suspendu pour 80 jours. Mais 90 on sait, jours. 80 jours. 10 jours. 90 jours. Et on sait que il a demandé à ce que tous ces fonctionnaires rentrent au pays. Et je pense que si les 10 000, il y a 300 personnes seulement qui ont été retenues. Mais dans la semaine, il y a 611 personnes qui sont retenues. Mais ces 611 personnes, c'est juste pour préparer les papiers, préparer la sortie, en tout cas, de ceux-là qui doivent rejoindre le pays. Bon. Mais trouve-t-il que ces pays qui reçoivent de l'aide, c'est vrai que si le coût, c'est un manque à gagner, mais la perte, c'est des deux côtés. Vous voyez, pour nous, Africains, à mon avis, surtout un pays comme le Burkina Faso, c'est comme si avant d'aller plus loin, on va préciser que l'USAID, vous avez expliqué en détail, et c'est bien pour nos téléspectateurs, tous les secteurs dans lesquels l'USAID intervient. Il faut dire que l'USAID, pour nos téléspectateurs, c'est l'instrument officiel américain pour le financement de l'aide internationale américaine. Au développement et humanitaire. Aide américaine au développement international. D'accord. C'est vraiment l'objectif, mais le grand problème et le grand danger, c'est qui est sur... Est-ce qu'avec la décision de Donald Trump de suspendre l'USAID pour 3 mois, l'Afrique perd gros? Et dans quel secteur? Pour le moment, dès les premiers instants, parce qu'il faut préparer rapidement des relais pour suppléer ce manque à gagner. Donc, c'est des difficultés pour certains pays, effectivement, qui vivent de l'aide. Mais à long terme, à mon avis, c'est quelque chose de positif pour l'Afrique, d'autant plus que mais il faut que nous-mêmes, on se passe de l'aide qui nous bloque, cette aide-là qui est en train de nous infantiliser, cette aide qui nous déresponsabilise. Donc, du coup, on est obligé d'être égal à nous-mêmes pour pouvoir assumer nos responsabilités. Quoi qu'on dise, si vous avez votre peuple qui est là, qui meurt de faim, votre peuple qui est là, qui souffre, et vous êtes dans le détournement, mais avec ce réveil, les gens sont obligés, en tout cas, de demander des comptes. D'accord. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'un juge fédéral vient de casser la décision de Donald Trump. Ça sera un bras de fer judiciaire aux États-Unis d'Amérique, mais la suspension, c'est pour 90 jours, il faut le préciser. Dacier de Bendouté, cette aide au développement, ce n'est pas une aide gratuite, il ne faut pas être naïf, on n'est pas dans un monde de je t'aime, on est dans un monde où ce sont les intérêts qui priment par-dessus tout, les intérêts des pays, des États, et là, c'est assez violent. Cette aide au développement, c'est une aide aussi conditionnée pour l'adoption de certaines politique nationale dans des pays. Au Nigeria, par exemple, cette aide au développement de l'USAID imposait qu'il y ait un contrôle démographique dans plusieurs autres pays. L'USAID a aussi financé des programmes de vaccins stérilisants pour les femmes, notamment au Pérou. 314 000 femmes péruviennes ont été
en griffe stérilisée dans les années 90. C'est ça aussi l'USAID. Il faut aussi montrer ce visage-là de cette aide américaine-là, une aide grandement conditionnée aussi. Oui, à cela, il faut ajouter aussi qu'on a inoculé le virus du sida sciemment aux personnes en Afrique du Sud. Voilà, donc c'est un grand problème. Maintenant, avant de rentrer dans le développement de ta question, il faut dire que l'USAID est quoi? C'est un outil de la guerre froide. Ça a été voté en 1961 sous le président Kennedy. Et ça fait partie du Foreign Assistance Act de 1961. Par la suite, le USAID supporte ce qu'on appelle les objectifs de la National Security Strategies. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un outil aussi, comme on appelle militaire, de renseignement. Et cette organisation a permis aux États-Unis de faire face à la guerre froide. Maintenant, quand on parle de la guerre froide, il faut se dire et se poser la question, comme l'avait dit Thomas Sankara, pourquoi les Européens, les Américains, ils n'ont pas un plan Marshall pour sauver l'Afrique? Et maintenant, c'est à travers ces aides. Voilà le problème. Mais lesquelles aides aussi, ce n'est pas l'Afrique seulement qui en bénéficie. L'Afrique n'est pas le premier bénéficiaire de ces actes-là. Il y a des pays qui gagnent plus que certains pays africains. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut noter? L'Afrique perd parce qu'il y a des pays, beaucoup de pays africains font leur budget en tenant compte de ces aides. Si vous prenez le gouvernement actuel du Mali, plusieurs fois j'ai soulevé ça ici, vous aurez honte. Tout le programme gouvernemental est basé sur les thèmes émergents. Et qu'est-ce qui se passe? Si on arrête ça, c'est des manques à gagner. C'est des manques à gagner. Donc c'est une bonne chose de dire qu'on ne va pas nous aider, en ce sens que ça va nous permettre de prendre conscience de nos réalités et d'élaborer les budgets en comptant sur soi-même. Vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand on veut parler de démocratie, des droits de l'homme, les gens comptent sur ces financements-là. Et moi, personnellement, ce que vous venez d'élaborer, moi aujourd'hui, je suis très fier et je félicite le président Donald Trump d'avoir repris mot pour mot mes idées. Parce que sur ce plateau, en son temps, quand je démontrais, pour dire que moi, je ne suis ni pour la démocratie, ni pour les droits humains, je suis pour la cause humaine, certains se plaignaient que non, moi, je vis aux États-Unis et que je dis que je ne suis pas pour les droits humains. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un président des États-Unis qui vient remettre tout ça en cause. Et la politique du monde actuellement, tout le monde court dans tous les sens, parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent remettre en jeu. Deuxièmement, oui. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais justement, sous couvert de financer la démocratie, l'USAID a financé à travers la CIA la déstabilisation de plusieurs pays, dont l'Ukraine avec la révolution Maïdan, financée par une partie du budget de l'USAID à travers la CIA. Et c'est cette révolution du Maïdan qui a déstabilisé l'Ukraine et qui a entraîné la guerre russo-ukrainienne. Ça aussi, il faut le dire. Donc, sous couvert de financer des projets de démocratisation, parfois on finance aussi des projets de déstabilisation de certains pays dans le monde. Allez-y, continuez votre démonstration. Je suis d'accord avec toi et je vais vous présenter une preuve. Deuxièmement, ici sur ce plateau, combien de fois j'ai interpellé les autorités burkinabées et j'ai dit que le président Ibrahim Traoré, avec la voie qu'il a empruntée, il doit enlever le concept de droits humains collé au ministère de la Justice et faire ministère de la Justice et de l'équilibre social. C'est ce que nos ancêtres depuis l'Égypte antique ont toujours prôné. La justice et l'équilibre social. J'ai dit au président Ibrahim Traoré de ne pas avoir un ministère chargé de l'humanitaire. C'est honteux. Il n'y a pas de dignité pour un pays de créer tout un ministère chargé de l'humanitaire. Les gens n'ont pas écouté. Voilà, ça se présente aujourd'hui. Comment Donald Trump vient et en un jour, il éclabousse les choses. Tout le monde est là maintenant. Donc, j'espère bien qu'on saura tirer des leçons. Maintenant, pour répondre à vos développements, il y a la revue Histoire aux États-Unis, ici même, qui a publié un dossier spécial sur l'intérieur de la CIA. Il revient sur tout ça. Donc, je vous présente une preuve scientifique. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Bon, chacun peut acheter cette revue et lire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et c'est pour soutenir le développement que tu viens de faire. Nos chefs d'État africains, comme je l'ai dit toujours, doivent se référer à l'histoire de l'Afrique. On doit compter sur nous-mêmes. On doit poser les problèmes de façon scientifique, mais pas dans l'émotion.
Chercher les financements, c'est ce qui nous a conduit à tout ce qu'on a aujourd'hui comme problème. Donc, pour moi, ce qui vient de se passer, c'est des leçons qu'on doit tirer. C'est des leçons. Sinon, sur le terrain, c'est réel. On finance des programmes, les gens partent collecter des données pour les pays financeurs de ces programmes. Merci de bien noter. Mais ce qu'il faut dire, et pour être précis avec vos propos, c'est que les droits humains ne sont pas des droits humains occidentaux. Les droits humains sont universels. Je veux dire que partout dans le monde, la vie humaine est sacrée. Il faut la protéger, il faut la défendre et il faut montrer qu'elle vaut beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'on banalise les droits humains. Les droits humains ne sont pas seulement que occidentaux. Et vous l'avez dit, heureusement que dans nos coutumes, nos traditions africaines, les droits humains ont toujours été sacrés. Et donc, c'est le moment de promouvoir la sacralisation des droits humains dans nos pays, et notamment au Burkina Faso. C'est important de le préciser. Non, en fait, la réalité des faits, si Donald Trump avait, dans un plan bien orchestré, bien organisé, avait décidé de suspendre, on comprend. Mais vous voyez, quand on prend, même les Américains sont étonnés. Comment vous pouvez... Mais c'est son argent. Non, c'est pas ça. En fait, je donne mon argent quand je veux. Qu'on supprime ou pas. Je décide de donner mon argent quand je veux. Mais nous sommes en avance. Voilà. Quand on parle de la cantine, nous tous quand on était en face, c'était ISAID qui gérait les cantines. Mais on parle aujourd'hui de cantines endogènes. C'est-à-dire que nous sommes en avance. Ce n'est pas déjà je parle. Pas au moment de planifier. Mais ce qui n'est pas intéressant, c'est qu'un président de cette taille qui prend souvent des décisions, soit par coup de colère et souvent même par vengeance. Regardez, toutes les structures qui n'ont pas accompagné Trump pendant la campagne vont trinquer. Et vous voyez, depuis son mandat passé, avec ISRD, c'était des vrais amis. Non, et sa famille même fréquentait ISRD. Je vous comprends, mais franchement, l'USAID, c'est un élément de soft power américain géré par l'État américain. Le président américain vient, il dit je vous donne plus de l'argent. Ce n'est pas le moment de pleurnicher. Si nous sommes des États qui voulons être indépendants, il dit qu'il donne plus son argent. On fait quoi maintenant? C'est comme votre oncle qui vous coupe les vivres. Il faut vivre. Loin de moi, il ne faut pas pleurnicher. Non, nous au contraire, nous sommes même fiers. Pourquoi on va pleurnicher? Je dis seulement, même le peuple américain, en fait, c'est les 10 000 personnes, c'est des fonctionnaires américains. Il y en a qui ne savent même pas comment faire pour rentrer chez eux en ce moment. Sinon, qu'ils coupent l'aide ou pas, bon, ça c'est le cadet de nos soucis parce que nous sommes en avance. Et d'ailleurs, c'est un outil de propagande. Nous tous, on l'a dénoncé depuis longtemps. Si tu as la main tendue, il n'y a rien à faire, tu es obligé en tout cas de suivre ce que celui qui te donne, tu es obligé d'assumer en tout cas les décisions de celui qui te donne. Karim Diallo, rapidement, ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque fois dans l'histoire, à chaque fois qu'un pays a été confronté à ce type de situation, quand ce pays est bien organisé, il fait preuve d'inventivité, de réorganisation pour pouvoir se prendre en charge lui-même. On finit ce sujet rapidement, 30 secondes. Ces 90 jours-là, parce que les Américains perdent plus qu'ils ne gagnent. Vous voyez, dans cette situation-là, il y a d'autres influences qui vont naître. Il y a la Chine qui est là, il y a la Russie qui est là, il y a les pays arabes qui sont là. Et si... Mais c'est une bonne leçon pour les Africains. Tout à fait, c'est une bonne leçon. Et ce n'est pas évident que les Américains laissent passer cette affaire-là. Ce n'est pas parce que par amour pour les Africains, pour les pauvres, parce que tout simplement dans cette affaire, ils ont plus à gagner qu'à perdre. C'est clair. Dacier, rapidement, et on finit sur ce sujet-là, rapidement. Oui, il faut qu'on avance, on est en retard. Le sujet est très important, il ne faut pas... La question des droits de l'homme dont je parle là, et vous savez que les Asiatiques n'ont pas ratifié les questions sur les droits de l'homme. Ils ont dit clairement aux Européens qu'ils ne sont pas dans cette vision des choses. Les Arabes ne l'ont pas signé. Mais nous, c'est dans le cadre d'avoir cet argent facile qui a créé la corruption dans nos pays là qu'on a signé. Et en matière de droits de l'homme, quand on proclamait les droits de l'homme en France, là, l'Afrique était sous l'esclavage. Ils ont colonisé les gens. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on gagne dans cette question des droits de l'homme? Le président Ibrahim Traoré, ce n'est pas sous l'autel de droits de l'homme qu'on voulait le sacrifier ici. Aujourd'hui, là, qui parle? Quand Trump est venu, il a parlé, là, les Chinois ont ri. Il dit, voilà, eux, ils leur disaient depuis longtemps que cette question de droits de l'homme n'est pas vraiment profonde. Ils n'ont pas compris la Chine. Voilà, aujourd'hui, la Chine est très fière de ce qui se passe. Deuxièmement, la question de la famille. Au Burkina, aujourd'hui, on a tué la famille. J'ai proposé qu'on dise ministère de la famille et de l'action sociale. Aujourd'hui, la Russie a un programme démographique. Même Trump lui-même, la Corée du Nord, nous, Africains, on fait quoi? On continue de croire qu'on est trop nombreux, qu'on ne peut pas se développer. Donc, c'est des sujets profonds. Tant que nos pays ne vont pas revenir scientifiquement et travailler dans nos bibliothèques, les mémoires et les thèses que les chercheurs
produisent là. Il y a des solutions dans tout ça là. Mais on ne se confie pas à nos chercheurs, on veut aller seul en se basant sur les ONG. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre la notion des droits de l'homme. C'est l'Afrique qui a défini l'homme. C'est l'Afrique qui a sacralisé l'homme et que les chrétiens et les musulmans ont emprunté. Le premier Européen sur Terre qui a abordé la question de la sacralité de l'homme, c'est Platon, dans la République où il parlait de l'âme. À part lui, il n'y a aucun Européen. Donc, nous avons ces valeurs-là, que nos chefs d'État travaillent sur la valeur de l'Afrique, pas en copiant ce que les autres ont inventé pour nous asservir. Merci, Dacier. Et c'est ce propos que prend faire ce thème. On va y revenir certainement dans les prochaines semaines. Et on pourra faire aussi, vous avez parlé d'un sujet assez important, du sujet démographique. Est-ce que la démographie galopante est une chance pour l'Afrique ou alors que c'est un inconvénient? C'est un sujet très important. On pourra peut-être faire une édition spéciale sur ce sujet-là. Pourquoi plusieurs ONG dans le monde essayent de limiter l'augmentation de la démographie en Afrique? L'USAID l'a fait dans les années 60, au Nigeria, je le disais, mais aussi au Pérou, au Pakistan. On dit même qu'au niveau de l'OMS, l'USAID a financé des recherches sur des vaccins pour stériliser des femmes dans certaines parties du monde. La question démographique est au centre de la puissance du continent africain ou des autres pays. Dans les décennies à venir, on pourra faire une émission spéciale sur ce sujet-là dans les semaines à venir. Mais on continue pour le 7 Info de ce soir. On va parler de foncier, de réforme agraire. Ce mercredi, en Conseil des ministres, un projet de loi a été adopté. Il dit que maintenant, la terre appartient à l'État. Le Conseil des ministres de ce 5 février adopte un projet de loi qui va marquer un tournant dans la gestion du foncier au Burkina Faso. Grâce à ce nouveau projet de loi portant réorganisation agraire et foncière, la terre appartient désormais à l'État. Un droit de propriété qui n'exclut toutefois pas la reconnaissance des droits coutumiers. À travers ce projet de loi, il est prévu que la terre appartient désormais à l'État et c'est l'État qui peut, à travers un acte réglementaire, prendre un texte pour octroyer la gestion d'une partie du foncier aux collectivités territoriales. Le droit de propriété de l'État n'exclut pas aussi la reconnaissance des droits coutumiers qui sont reconnus à travers l'attestation de possession foncière rurale qui constitue un droit de superficie pour l'exploitant. Depuis le 22 juin 2022, était adoptée par l'Assemblée législative de transition la loi portant statut des pupilles de la nation. Conformément à ce texte, le gouvernement vient d'adopter un décret portant adoption de 255 nouvelles pupilles de la nation. Ce qu'il faut dire, c'est que avant ce décret, il y a eu un premier décret qui a apporté adoption des pupilles de la nation de 67 enfants. Il y a eu un second décret qui a apporté adoption de 263 enfants mineurs des FDS comme pupilles de la nation en 2024 et le présent décret qui porte adoption de 255 enfants est le troisième du genre. Pour le compte du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte fixation des conditions et mécanismes. Voilà, on revient sur ce plateau, Moumouni Zoungana. Voilà un autre projet de loi, la question foncière au Burkina Faso. Si on vous l'explique, que vous le comprenez, c'est que peut-être on vous l'a mal expliqué. Il y a tellement de lois, de mesures, de décrets. C'est difficile de comprendre, mais on ne va pas aller trop dans l'inconnu. On se focalise ce soir sur cette nouvelle réforme agraire qui dit que la terre appartient maintenant à l'État. Bon, je pense que c'est un grand problème. Peut-être c'est la complexité de ce problème qui fait que, bon, effectivement, on peut perdre son latin quand on aborde le sujet. Mais tu est que l'ancien texte, parce que c'est la loi 34 2012, dit que la terre appartient à 3 entités, il y a l'État, il y a les collectivités et les individus. Je pense que c'est ça qui est remis en cause. Parce que tout simplement, il y a quand même une pagaille généralisée qui était rentrée dans la gestion de la terre, notamment au niveau des collectivités. Et ça, je ne vais jamais les pardonner pour cette manière de faire. Parce que eux qui ont été les tout premiers à mettre dans la tête des Burkinabés que la terre est une valeur qu'il faut vendre. Et tous ceux-là qui sont arrivés, je ne vais pas généraliser, mais la majeure partie des maires qui sont arrivés, c'était le premier bien, c'était déchirer la terre comme de couverture pour pouvoir vendre. C'était ça qui était le principal problème. Au point que souvent, il y a des infrastructures de développement qu'on vient installer dans les villages et ce n'est plus possible. Et donc, il fallait quand même qu'on réglemente
pour que on puisse, tout le monde puisse avoir droit à la terre. Bon, c'est vrai que avec mon regard du traditionnalisme, moi, j'ai un peu un petit ressenti parce que tout simplement, ces terres n'étaient pas vacantes. Il y a des gens qui les occupaient, il y a des gens qui les honoraient, il y a des gens qui les protégeaient, il y a des gens qui s'occupent effectivement de ces terres. Donc, bon, c'est essayer de voir quel attelage il faut faire pour que c'est... Et le gouvernement a dit que ce projet de loi ne nie pas non plus les droits des coutumiers. Voilà, je pense que ce sera un arrangement. Si ce côté est réglé, moi je pense qu'il faut que l'État prenne sa chose pour pouvoir mieux gérer. Parce que ce qu'on a vu dans les communes, vraiment ça laisse à désirer. Si vous prenez les encablures au Ouagadougou, vous allez voir que partout c'est des grands murs. Des murs qui ne servent pratiquement à rien. Tout ça c'est le fait des mairies. Et d'ailleurs je profite de saluer les initiatives du maire en ce moment. Mais le travail est incomplet, il faut qu'il revienne sur les réserves. Vous parlez de déguerpissement. Voilà, oui, il y a des réserves qui sont là. Et si occupation pour occupation illégale... Quand vous dites réserve, vous parlez de quoi? Oui, les réserves qui étaient au niveau des zones loties. Et puis si on déguerpit les gens au bord des voies parce qu'ils ont occupé illégalement l'espace, il faut aller jusqu'aux réserves qui sont occupées illégalement. C'est-à-dire que vous parlez des espaces verts tout à fait, dans les quartiers qui sont occupés maintenant par des maquis, des restaurants. Tout à fait. Et des gens qui peut-être qui sont passés par des voies tortueuses pour les prendre illégalement. Moi, il est grand temps que la justice serve à tout le monde. D'assez de Bendouté, 2 mots sur cette réforme agraire et puis on évolue. Oui, merci. Je voulais commencer en disant, quand vous avez dit d'expliquer les lois, rentrez dans les sites des ministères, vous allez voir, il n'y a pas d'information. Moi, je tente souvent, tu rentres dans les ministères, là, il n'y a rien. Cette loi-là est passée aujourd'hui. Rentre tout de suite dans le site du ministère de l'économie et des finances, tu ne vas pas trouver ça. Voilà aussi nos États. On ne sait pas c'est quoi les gens font en termes de communication. Donc, ceci dit, vous voyez où tous ces problèmes-là, c'est venu avec la décentralisation. La décentralisation, c'est les ONG. On est venu, on a individualisé l'individu qu'il peut être riche en vendant des terres. Les gens ont vendu leurs terres tout en oubliant qu'ils vont cultiver. Vous avez vu l'affaire de l'aéroport de Doncin, vous avez vu l'affaire de l'université Thomas Sankara, comment ça a duré pour des questions foncières, l'indemnisation. Et aussi, quand aujourd'hui on dit que la terre appartient à l'État, c'est vrai, il faut expliquer. Mais il ne faut pas que demain, ça soit un chantage pour les administrateurs. Il ne faut pas que les administrateurs de l'État utilisent ça comme des chantages auprès des populations. Et quand on parle aussi de propriété terrienne, c'est ça que je dis. Nos dirigeants, l'élite africaine a oublié l'Afrique. En Afrique, la terre est sacrée. Vous savez pourquoi on ne paye pas la tombe en Afrique? Aujourd'hui, dans les pays européens, chrétiens et connaisseurs des droits humains, quand tu n'as pas l'argent, tu meurs, tu ne peux même pas avoir une tombe. Tombe pour t'enterrer, là, ça se paye. Si tu n'as pas l'assurance, l'argent, on va te brûler. Même pour te brûler, il faut payer. Parce que la machine, là, c'est courant, on utilise. Alors qu'en Afrique, nos ancêtres nous ont enseigné que la terre, là, c'est pour tout le monde. On se nourrit de la terre, on va dans la terre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on tient compte de tout ça? On a individualisé la terre. Les gens ont vendu la terre. Ça a créé des litiges. Dans les familles, il y a des problèmes. Entre villages, il y a des problèmes. Entre chefferies, il y a des problèmes. Et même entre ethnies, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne prend pas le temps d'organiser nos réflexions et de voir nos réalités afin de sortir des lois. On sort seulement parce que telle ONG est là, elle nous presse pour donner des financements. Nous, on prend des lois. Voilà même qu'on n'est pas en train de se comprendre sur propriétaire et possesseur. Ou bien c'est quoi encore, Diallo? C'est ça, ce sont les deux termes. Voilà. Alors que non, ça n'existe pas en Afrique. Les terres, là, la terre appartient à tout le monde. Quand les gens arrivent, on dit, on ne délimite même pas la terre. On te dit, bon, c'est à partir de tel arbre, à partir de tel marigot. Parce que c'est interdit de délimiter la terre. Oui, mais aujourd'hui, vous comprenez que le monde évolue, on ne peut plus délimiter les parcelles avec des marigots et des arbres, franchement. Oui, je vois, mais il faut voir l'esprit. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe au Proche-Orient, c'est affaire de terre. Mais on dit que c'est les terres promises, c'est les terres sacrées. Mais les gens se tuent à cause des terres. Donc, il faut qu'on voit. L'État aujourd'hui, tout de suite, le docteur Moumouni Zounderana parlait comment on appelle, des réserves. L'État burkinabé n'a même plus de terres. Et quand vous regardez, si l'État doit construire des universités, des écoles, même à Ouagadougou aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens même pour se construire un stade ou bien même une université. Et la ville de Ouagadougou est le prototype de ce désordre foncier qu'on a connu au Burkina. Vous avez Ouaga 2000 de l'autre côté.
et vous avez Nyoko 2, vous avez dans chaque quartier, il y a une ville qu'on crée. Et avec, tout dernièrement avec la politique générale, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a annoncé qu'ils vont construire une ville, non, vers Saba ou bien c'est où encore. Donc, tout ça, ça montre à tel point on a pris de l'argent à partir de la terre. C'est un sujet assez passionnant.